Bonjour, donc pour cette table ronde sur la thématique de terraformer la planète ou rebioformer l'humain. Donc pour poser un petit peu le concept, la terraformation c'est donc un concept scientifique qui est né dans la fiction. L'objet en fait c'est la transformation de l'environnement d'un corps céleste, notamment une planète, afin de le rendre habitable et viable aux êtres humains. Tout ça commençant donc par la création d'une atmosphère propice justement à la vie humaine et notamment à la respiration. Donc pour parler de ce concept qui est né dans la fiction et qui tend aujourd'hui à être réutilisé par la science, étant donné que, notamment depuis qu'on parle de la conquête de Mars, il y a beaucoup de scientifiques qui commencent d'eux-mêmes en fait, à aborder cette thématique de la terraformation, alors que jusque-là c'était justement c'était vraiment de la fiction et du domaine du non réel. Est-ce que cette thématique, du coup, à partir de maintenant qu'elle change de cadre, en fait, et qu'on l'utilise en tant que scientifique, a encore sa place dans les littératures de l'imaginaire. Donc c'est un petit peu aussi le fil conducteur qui va être présent dans différentes questions que je vais poser. Donc, pour cette table ronde, on a donc deux auteurs français plutôt avec la production plutôt imposante en fait, qui sont à mes côtés pour échanger sur le sujet. Donc à ma gauche, Sylvie Lenné, auteur de... Production imposante, il faut nuancer tout de suite. J'ai des preuves. Hein. Auteur de science-fiction française, donc auteur d'une vingtaine de nouvelles, dont la première, La balade de Johnny Gueux, est sortie en 1982. Ça ne rajeunit pas. Et jusqu'en termes de nouvelles, Aux yeux d'Elsa en 2005. Et à côté de ça, non, 4 recueils de nouvelles, justement, dont le tout dernier, l'Opéra de Chaya, est sorti il y a quelques mois aux éditions ActuSF. Et donc à ma droite, Dominique Douai, auteur de SF également, auteur d'une cinquantaine de nouvelles, dont la première, Les Îles de Mars, est sortie en 1973 dans Fiction, en fait, qui est une revue qui existe encore aujourd'hui. Et dont la dernière nouvelle, Course du marque-page à travers les lignes du livre, est sortie en 2014 dans la revue Galaxy. À côté de ça, 14 recueils et romans, sachant que le dernier en date, Les temps changent, est sorti chez les Moutons électriques dans la collection Helios il y a quelques mois, semaines en fait. Donc la première question que j'ai envie de poser à nos auteurs, en fait, en tant qu'auteur de l'imaginaire, que vous l'ayez ou pas mis en scène, la terraformation, pour vous, est-ce toujours donner l'image d'une humanité qui se prend pour Dieu, quelque part, en voulant créer la vie? Est-ce qu'il n'y a pas aussi cette chose-là qu'on pourrait ressortir du concept de terraformation? Oui, bah ça, je crois que c'est un des thèmes, qu'il s'agisse de la terraformation ou d'autres thèmes de la science-fiction. En fait, comment dire, la démiurgie, entre guillemets, je pense, est présente dans pratiquement toutes les œuvres de science-fiction, enfin, au moins dans un bon nombre d'œuvres de science-fiction. Alors, pour ce qui concerne particulièrement la terraformation, je pense que c'est un thème qui est présent notamment dans le space opéra, mais pas comme thème principal, disons comme base du roman. C'est-à-dire qu'on part du principe que l'homme peut vivre sur d'autres planètes, sur des exoplanètes, parce que il y a quelque chose qui a été fait pour rendre ces planètes habitables. Donc c'est une sorte d'ellipse qui permet ensuite de placer un roman enfin une histoire sur ces planètes. Personnellement, puisque la question était quand même un petit peu personnelle, personnellement j'ai très peu écrit sur ce thème. Le seul exemple que j'en vois, c'est une nouvelle qui est parue l'année dernière dans une anthologie qui s'appelait Destination Mars. Donc parler de la colonisation de Mars, ça signifie obligatoirement passer par une phase de terraformation. Donc là, je n'avais pas pu évacuer le problème et j'ai un peu traité de ce sujet. Voilà tout ce que j'ai pour l'instant à dire sur... D'accord. Alors pour repartir tu disais au départ, c'était d'abord une idée des auteurs de SF et c'est devenu un projet scientifique parce qu'on s'intéresse à Mars. Mais je pense qu'il y a un troisième étage dans la boucle de rétroaction, c'est que du fait que c'est devenu un vrai projet scientifique, il
des auteurs de science-fiction qui ont repris la chose et qui l'ont traité très sérieusement. Je pensais à la célèbre trilogie martienne de Kim Stanley Robinson, qui est d'ailleurs, de mon point de vue, et je suis désolée s'il y a de grands fans, qui de mon point de vue est un petit peu austère parce que du coup, elle s'est tellement attachée, cette trilogie est tellement attachée à l'aspect scientifique et au réalisme du projet qu'elle décrit, que c'est un peu au détriment des personnages et que, de mon point de vue, c'est un texte un petit peu froid, ce qui n'est pas toujours le cas pour les textes de hard science, mais en l'occurrence, c'est peut-être parce que justement, scientifiquement, c'est tellement complexe et ambitieux que le reprendre sous l'angle de la fiction, c'est vraiment un projet de démiurge là, pour la circonstance. Ceci dit, la question de la terraformation, elle peut être prise de plein de façons rigolotes, et elle peut être un bon point de départ, parce que d'abord, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'exemples, mais c'est bien plus amusant d'imaginer des opérations de terraformation qui ne marchent pas bien, qui, à une étape donnée du processus, déraillent. Je n'ai pas beaucoup d'exemples en tête. Par contre, il y a une autre manière de retourner l'idée qui est encore plus rigolote, c'est d'imaginer que ce sont des aliens qui de manière discrète en général, trouvent une manière de se réapproprier notre planète en la terraformant selon leurs envies à eux. Et ça a été fait et c'est sacrément drôle. Il y a une nouvelle de Sternberg qui raconte que les aliens mettent au point un processus dans lequel, je ne sais plus exactement comment, mais je crois que c'est en envoyant des courriers, j'aurais dû la relire avant de venir, en envoyant des courriers dont le papier a été imprégné d'une substance particulière. Cette substance provoque le fait que tous les humains réduisent en taille, en gros ils font plus que 1,20 m au bout de quelques temps, ce qui fait qu'ils retaillent tout le mobilier et toute l'architecture de leur maison, de manière à ce que le jour où les extraterrestres viendront s'installer, ce soit parfaitement aménagé et adapté pour eux. Il y en a eu d'autres, hein. Il y a eu, c'est dans Au-delà du réel, je crois, qu'on découvre que, en fait, ce sont les extraterrestres qui manipulent à distance la politique et les décisions qui sont prises par l'humanité et qui, en fait, très sciemment ont provoqué à la fois l'élévation du niveau de pollution et de réchauffement climatique. Nous, on considère ça comme de la pollution, mais l'élévation du taux de carbone et tout un tas de substances dans l'atmosphère, c'est exactement ce dont ils avaient besoin pour trouver l'atmosphère idéale. Donc, voilà, on fabrique pour eux ce que nous, on considère comme une catastrophe, mais quelque chose qui leur plaira énormément. Donc, ce qui est sûr, c'est que l'idée de la terraformation, elle est extrêmement ambitieuse comme projet à décrire. Mais elle recèle des tas de possibilités du point de vue de l'écriture, et il y en a sûrement encore pas mal à inventer. Ce que vous disiez d'ailleurs tous les deux, et que je voudrais relever, en fait, c'est cette idée justement que c'est davantage un moyen, en fait, ou un point de départ, notamment à l'intrigue, souvent, plutôt qu'un fil conducteur ou quelque chose qui va nous suivre sur la totalité du récit. Ce que tu disais, Dominique, c'est très souvent en fait une espèce une étape indispensable à la réalisation de l'histoire, parce que du coup on va pouvoir donc ajouter des humains au milieu sur la planète et mettre en branle une histoire quelque part. Sans ça on ne peut pas, mais que c'est pas forcément le point sur lequel on va se bloquer en fait sur la totalité de l'intrigue. Finalement, c'est souvent même une ellipsée quelque part. Oui, tout à fait. C'est ce que je disais, si vraiment on s'attache à toutes les étapes de la terraformation, d'ailleurs, je ne me souviens pas assez de Kim Stanley Robinson pour savoir s'il a pensé à tout, mais moi il y a des choses qui m'inquiètent dans l'idée même de terraformation, c'est que, admettons à la rigueur qu'on puisse créer une atmosphère, surtout si on a un petit coup de main extraterrestre, comme dans comment il s'appelle déjà, le film Total Recall. Voilà. On trouve le bon bouton sur lequel appuyer. Les aliens avaient installé une gigantesque, une infrastructure extraordinaire qui est capable de générer, surtout dans le film, c'est frappant, qui est capable de générer une atmosphère en quelques secondes.
Admettons, à la rigueur. Mais moi, ce que je me suis toujours demandé, c'est comment on faisait pour mettre de l'humus, qui est quand même un préalable de la terre, matériaux, planter des trucs. Ça, on n'en parle jamais, il me semble, dans les opérations de terraformation. Et s'il n'y a pas de terre, je ne vois pas comment on peut faire pousser des choses. Et pour qu'il y ait de l'humus, il faut qu'il y ait eu des compositions d'un écosystème antérieur, et il faut en plus que cet écosystème soit compatible avec le nôtre. Donc ça fait beaucoup de prérequis. À la limite, la partie la plus facile dans la terraformation, si on dispose de réserves et de stock quelque part, c'est d'aller replanter soit des graines pour installer une flore, soit des espèces vivantes si on les a mis en stock quelque part. Mais en amont, il y a des choses qui interrogent quand même. Donc voilà, si un auteur, pour répondre à ta question, quand même, je fais des efforts, si un auteur de science-fiction se lance là-dedans et essaie d'imaginer un processus de terraformation, soit il en fait la question centrale de son roman, mais c'est difficile d'y lier des trajectoires individuelles pour avoir un récit qui passionne vraiment. On a besoin de voir des trajectoires de vie. Donc il faut déjà que ça se passe sur une durée assez courte. Sinon, une autre possibilité, c'est de considérer que c'est réglé, on ne sait pas trop comment, mais ça marche, et puis après, on peut raconter l'histoire. Oui, parce que, en fait, ce que les auteurs occultent, et que du coup les lecteurs oublient, c'est ce que disait Sylvie tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, pour qu'une planète puisse être ensemencée, il faut qu'existe un sol qui permette cet ensemencement, ce qui suppose un travail, je sais pas, des vers de terre, par exemple, pendant des milliers d'années. Bon, et tout ça, effectivement, dans la plupart des bouquins qui partent de l'hypothèse d'une terraformation, on l'occulte complètement. Alors s'il y a bien une solution, c'est d'aller racler notre terre à nous, et puis d'aller poser des bennes sur la planète. Avec la pollution qui va avec. Mais sans rire, l'idée de pomper les océans, par exemple, elle a bien été exploitée dans la science-fiction. C'est dans Oblivion, je crois, qu'on a des extraterrestres bien méchants qui viennent sur Terre pour pomper notre eau. Donc voilà, on ne va pas racler la Terre. Dans Oblivion, c'est bien, il n'y a presque plus d'humains. Donc ça ne dérange pas tant même. Je suis pas d'accord. La terraformation, est-ce qu'on ne pourrait pas également voir ça comme une solution de facilité quelque part contre la pollution de la planète? Cette idée, en fait, par exemple, on pourrait l'utiliser pour remettre à zéro en fait, le monde dans lequel on vit, quelque part, qui est extrêmement pollué. Alors pourquoi ne pas finalement faire un reboot de notre écosystème et repartir sur des bases beaucoup plus saines? Est-ce que, selon vous, en fait, il y a matière à diverger là-dessus? Est-ce que ça a déjà été fait? J'ai une petite question. C'est bien de rebooter, mais on va où pendant ce temps-là? C'est quand même une question préliminaire qui est loin d'être résolue, à moins qu'on ait une planète de rechange sur laquelle on puisse s'installer quelque part. Donc, sérieusement, si on raisonne terraformation, par rapport à la Terre, c'est pas du tout la même opération, parce que ce serait dépolluer, nettoyer, à grande échelle, certes, au niveau de la planète, mais c'est un tout autre processus que de tout créer dans une approche démiurge. Et tout dépolluer, oui, ça, enfin, je sais pas, on peut y réfléchir de plein de façons. Moi, j'adore la science et je crois beaucoup à toutes les perspectives qu'elle offre. Je continue à la croire porteuse d'espoir. Ça ne veut pas dire que je suis convaincue que ceux qui la mettront en œuvre, que les décideurs, et en particulier les logiques économiques qui dominent nos choix de société, aillent dans de bonnes directions, mais les capacités de la science sont quand même de plus en plus puissantes, et quand un certain nombre de gens qui ont le pouvoir en main décident d'investir dans un projet scientifique, en général, ce projet avance assez rapidement. Donc, l'idée de dépolluer,
J'ai mon fiston là qui est quelque part dans la salle, qui va peut-être me permettre de raconter le stage qu'il a fait cet été dans un laboratoire de l'INSA, dont l'activité, pour ce que j'en ai compris, parce que c'est quand même assez spécialisé, consistait à bricoler des bactéries, un petit peu à la manière de Lego, de manière à leur donner la capacité de dépolluer justement et de nettoyer un certain nombre, alors peut-être la Terre, peut-être l'atmosphère, enfin, il y a des gens actuellement qui travaillent sur ce principe, à bricoler des micro-organismes. Merci, je ne pouvais plus organiser. Et ça, c'est une piste qui peut être extrêmement intéressante. Donc oui, nettoyer, pourquoi pas. Par contre, les espèces disparues, si on n'a pas conservé leur ADN, et s'il n'est pas dans des micro-morceaux de quartz, comme l'a dit Spielberg dans Jurassic Park, je fais beaucoup de références cinéma, là, mais sinon, on va avoir du mal à les réinventer, hein, celles qui auront disparu. Donc il faudrait mieux les stocker assez rapidement. Sur le sujet, c'est pas mieux. Pas mieux. Tu parlais de cette problématique justement de qu'est-ce qu'on fait de l'être humain lors de la dépollution. Et il me semble qu'il y a aussi beaucoup de récits et de films justement où on les met en fort. Il y a beaucoup de récits et de films où on les met Vous nous entendez bien ou pas trop? Où on les met en orbite en fait autour de la Terre en attendant que les décennies ou les siècles passent et que la planète finalement reprenne un rythme plus sain, on va dire. Ben là, on entre dans le domaine des arches stellaires, ce qui est un thème SF en soi, parce qu'il faut aussi qu'ils aient la capacité d'y vivre pendant au moins des décennies, sinon des générations. Donc, c'est déjà un projet très ambitieux, capable de construire des... C'est Laurent Genefort qui pourrait nous en inventer éventuellement. Pour parler en fait une autre manière en fait d'envisager une espèce de lien de l'homme à un écosystème différent, il y a cette question justement de l'évolution de l'homme aussi par rapport au système dans lequel il évolue, en fait, plutôt que de faire évoluer finalement le système en lui-même. On a l'impression en fait depuis des dizaines d'années maintenant que les super-héros, en fait issus d'une mutation notamment, je pense à Spider-Man, Hulk, redeviennent des héros très populaires. Est-ce que cela, quelque part, ne traduit pas aussi une inquiétude de l'homme de s'adapter à des changements environnementaux qui sont brutaux? Parce que finalement, la solution, ça pourrait être que magiquement, en fait, on soit en mesure de s'adapter à ceci ou à cela de manière quasi innée, quoi. Les super-héros. Je ne suis pas une spécialiste de la question, mais il me semble que les super-héros, par essence, ils sont uniques et très individualistes. Ce n'est pas des sociétés. C'est un individu qui se retrouve doté de super-pouvoirs. Dans le meilleur des cas, ils sont une trentaine, ils créent une école, mais ils sont isolés par rapport au reste de l'humanité quand même. Donc ce n'est pas une solution pour l'humanité, les super-héros. C'est une stratégie purement individualiste dans le raisonnement. Non, tu es d'accord avec toi? C'est aussi une nouvelle, quelque part, une nouvelle humanité quelque part. Ben, petite, hein. Oui, petite. Oui, non, je pense que le super-héros est là pour sauver l'humanité, et c'est pas lui qui crée une nouvelle humanité. C'est l'humanité telle qu'elle existe, dont l'espérance de vie est prolongée grâce à l'action du super-héros. Alors cela dit, des super-héros, il y en a de toutes les sortes. Hein. Je pense qu'effectivement, le prototype, c'est le super-héros à l'américaine, mais bon, je me souviens d'une époque, ça doit être les années 70 ou 80, où il y avait un super-héros à la française, c'était Super Dupont, dans Fluide Glacial, qui faisait ce qu'il pouvait pour sauver la France considérée comme le berceau de l'humanité. Et puis, alors là, malheureusement, je n'ai pas du tout de titre en tête,
mais je me souviens avoir lu une bande dessinée dont le héros était un super-homme, mais né à partir des ordures. Là, on prenait à contre-pied le mythe du super-héros pour en faire quelque chose issu de nos poubelles et qui, alors là je me souviens plus s'il avait pour but de sauver l'humanité ou au contraire de faire en sorte qu'elle finisse dans les poubelles. Le super-héros, c'est aussi le messie, le gourou, l'homme providentiel qui va prendre le destin de l'humanité en main. Et là, je trouve qu'il y en a un peu beaucoup dans la science-fiction. Et que du coup, ça donne, moi d'un point de vue politique, ça me gêne un petit peu comme principe, de considérer que certains parmi nous seront, par leur nature de droit divin, des gourous, et qu'il faut leur confier les rênes. C'est pire que monarchique encore comme point de vue. C'est peut-être la seule chose qui m'a gênée dans Dune, par exemple. Le principe d'avoir un messie et tout le monde lui fait une confiance aveugle. C'est totalement antidémocratique comme principe. Et je trouve que d'un point de vue sociopolitique, résoudre les problèmes sous cet angle, c'est un peu une solution de facilité. Ça me gêne de ce point de vue-là. Oui, enfin, ça me paraît tout à fait vrai. Mais là, je pense que c'est une fatalité à laquelle la science-fiction notamment, mais aussi d'autres genres liés à l'imaginaire, se heurtent parce que il est difficile de rendre passionnant un récit où le héros est un homme qui n'est pas, comment dire, qui n'est pas en première ligne et avec tout de même une compréhension des événements qui n'est pas celle du citoyen de base. Prenez enfin, je ne voudrais pas faire de statistiques, mais je pense qu'il y a bien 9 livres de science-fiction sur 10 dont le héros, en fait, est l'homme providentiel, celui par lequel une situation va être dénouée, ou au mieux l'humanité va être sauvée. Et ça, c'est difficile, c'est vraiment un problème difficile pour un auteur de dépasser c'est ce que j'appelle une fatalité, pour arriver à mettre en scène la personne de base. Et c'est peut-être en fait ce qui a à l'époque fait en partie le succès de Philippe Dick, c'est d'avoir mis en scène des personnages qui sont des personnages normaux, et qui se trouvent confrontés à des situations, elles, complètement anormales, avec leurs pauvres moyens, avec leurs doutes, avec leurs faiblesses. Et je pense que depuis Philippe K. Dick, je pense que là, effectivement, il y a une voie dans laquelle on peut s'engouffrer. Mais il n'en reste pas moins que... Alors, tout à l'heure, je disais 9 livres de science-fiction sur 10 ont comme personnage principal une sorte, je dirais pas un super-héros, mais un homme qui n'est pas un homme du commun, entre guillemets. En réalité, je pense que la fatalité n'est pas celle-là. Je pense que si cette statistique, qui n'en est pas une, est vraie, c'est parce que c'est le lectorat qui a envie de ce genre de personnage. Pour qu'un livre soit édité, il faut que l'éditeur ait quand même des chances de pouvoir vendre le livre. Donc, enfin, non, je ne veux pas tomber dans une vision mercantiliste des choses. Enfin, il faut quand même en tenir. Oui, enfin, c'est quand même, ce que tu dis est vrai quand on est dans un contexte où on a une thématique qui consiste à essayer de changer le monde.
Et tous les romans de science-fiction ne sont pas bâtis sur ce principe-là. En t'écoutant, je pensais à Silverberg, par exemple. Quand on lit, je ne sais pas si vous avez lu Les Monades urbaines, par exemple, ou enfin, tout un tas de romans qu'il a écrits, non pas un héros qui est responsable et porteur du destin de l'humanité. Donc, Ballard non plus. C'est un peu lié à la thématique dont on parle aujourd'hui, cet enchaînement. Et à contrario, justement, si on va regarder l'autre manière d'envisager finalement l'évolution de l'homme, ce ne serait pas donc des cas en fait, de mutation comme les super-héros, mais plutôt des mutations d'échelle, comme on peut voir justement dans Total Recall, où toute la population en fait, finalement, qui est sur Mars commence à muter. On a l'impression que ce type de récit tend à se faire beaucoup plus rare aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une explication logique justement ou est-ce que je me trompe lourdement? Non mais voilà, moi je ne me rappelle plus que la population commençait à muter dans Total Recall. Il y a le mutant avec ses... Oui mais c'est un cas isolé. Ils sont plusieurs en fait. Il y a des femmes qui développent des poitrines à 3 seins. Oui. Mais bon, d'abord, c'est pas forcément des mutations d'adaptation à la planète. On peut les comprendre aussi comme des mutations négatives, comme les mutations spontanées le sont dans l'écrasante majorité des cas. Les cas de mutation augmentent quand l'environnement se dégrade, quand le taux de radiation augmente, quand la pollution augmente. Et dans 99% des cas, c'est des mutations dont les effets sont nuisibles. Et si on suit les théories de Darwin, c'est vrai que les rares mutations qui vont dans un sens bénéfique, qui augmentent les chances de survie, c'est celles qui perdurent parce que justement ceux qui en ont bénéficié ont plus de chances de se reproduire. Mais tout ça se passe sur une très très longue durée. Et d'autre part, il faut aussi qu'il y ait le même type de mutation simultanément chez tout un tas d'individus. Or, dans Total Recall, toutes les femmes ne se mettent pas progressivement à avoir un troisième sein, et puis il n'y a aucun élément qui permet de comprendre que ce sera un avantage sur Mars d'avoir 3 seins. Donc, on n'est pas tout à fait dans un phénomène d'adaptation d'un individu à des conditions qui changent. Ça devient plus un argument de vente que c'est pas Total Recall. Ah, je sais pas si on achète Total Recall. Je sais pas si on va voir Total Recall à cause du troisième sein. Oui, non, mais il faut vraiment des grands écrans. Non, il y aurait, effectivement, on pourrait penser dans le cadre de cette histoire qu'il y a là une mutation qui peut se pérenniser si, là je vais être carrément vulgaire, mais si les personnages masculins se mettaient à avoir 3 mains. Bon, ce qui n'est pas le cas. Non, je ne vois pas non plus d'exemple de mutation durable. Non, parce qu'il peut y avoir des mutations dues effectivement à ce que tu disais, radiation, etc. Mais si ces mutations sont pérennes pour ceux qui les subissent, mais ne se transmettent pas de génération en génération. Donc il n'y a pas mutation de l'espèce. Il peut y avoir mutation ponctuelle d'individus. Non, j'ai pas de... Là, les chimères les plus célèbres, enfin parmi les chimères les plus célèbres de la littérature, il y a les créatures du docteur Moreau. Et là, on n'a aucun doute sur l'absence de pérennité justement de ces mutations provoquées par ce savant fou. Qui sont plutôt des hybridations que des mutations d'ailleurs. Enfin, oui, c'est vrai. Comme la créature de Frankenstein, en fait, une création qui n'aura pas de descendance. Enfin, elle l'aura en cinéma et en littérature, mais c'est pas une descendance filiale à proprement parler. Alors il y a tout un tas d'histoires de science-fiction qui sont bâties sur le principe de mutation induite. Les super-héros, ça marche souvent comme ça. On se fait piquer par une araignée et l'ADN est transformé.
Et instantanément, à l'échelle de quelques jours ou de quelques semaines, la personne qui a son ADN qui a été transformé se met à avoir son phénotype qui se transforme complètement, ou c'est le génotype, je ne sais plus. Enfin bon, ces caractères physiologiques, disons, qui se transforment immédiatement, je ne suis pas sûre qu'un scientifique trouverait ça extrêmement plausible. Non, mais le lecteur n'est pas obligatoirement un scientifique. On n'a pas obligatoirement l'esprit critique dirigé contre ce genre de choses. Parce que là, moi, j'adhérerais assez à ce genre d'idée, pas sur un plan complètement rationnel, mais on sait que le rythme de vie de certaines créatures, de certains insectes, n'est pas le même rythme de vie que les mammifères, et notamment nous. Donc, de là à imaginer qu'un individu piqué par l'un de ces insectes aurait tout d'un coup un métabolisme qui s'accélérerait et des mutations qui iraient beaucoup plus vite que ce qu'on peut connaître en laboratoire, ça ne me choque pas comme hypothèse, même si c'est largement irrationnel. Et justement, pour aborder, tu l'as abordé en filigrane tout à l'heure, en fait, sans prononcer le mot, pour aborder la problématique d'une évolution supervisée par l'homme, en fait. L'idée justement que l'homme contrôle lui-même sa propre évolution en faisant des choix au niveau des caractéristiques des individus. Est-ce que le vieux monstre de l'eugénisme peut encore être d'actualité dans les littératures de l'imaginaire, notamment la science-fiction? Parce que c'est peut-être aussi une solution par rapport à la surveillance de la capacité de l'être humain de s'adapter à un univers, un système ou un autre. Alors d'abord, l'eugénisme, c'est pas tout à fait contrôler des mutations. Oui, c'est sélectionner les meilleurs, a priori, dès l'étape de leur conception, et privilégier certains caractères, mais qui apparaissent spontanément. C'est-à-dire, en général, l'eugénisme, c'est parmi toutes les potentialités d'un embryon, on garde les meilleurs et on élimine tous les caractères nuisibles ou négatifs. Alors ça, oui, c'est un grand sujet de science-fiction. C'est un sujet intéressant quand on l'examine d'un point de vue social. Ça donne Bienvenue à Gattaca, par exemple. Vraiment un film magnifique. Mais les mutations contrôlées et pilotées, ça peut être extrêmement intéressant. Moi, j'adore cette idée et j'ai bien envie de les décrire en m'en servant un jour. Je pense qu'en fait, notre planète est en train de changer. On a tendance à considérer que ces changements sont catastrophiques. Mais c'est simplement parce qu'ils conduisent la Terre dans un nouvel état auquel notre physiologie actuelle n'est pas très bien adaptée. Moi, je trouve qu'il est beaucoup plus logique d'essayer de nous adapter, nous, au nouvel environnement qui est en train de se mettre en place, où il y aura une élévation moyenne de la température qui fera que les zones habitables ne seront pas tout à fait les mêmes, où la constitution de l'atmosphère et d'un certain nombre de substances de notre environnement que nous considérons comme actuellement toxiques, peut-être qu'en nous transformant un petit peu, nous vivrions très bien dans ces environnements. Donc oui, il y a un beau sujet à creuser là. On ne l'a pas encore beaucoup fait, mais je crois que la science-fiction traite du même genre de questions en traitant d'hybridation avec la machine, de tout ce qui est cyber. On a beaucoup travaillé sur toute la manière dont on peut collaborer avec des intelligences artificielles, se faire greffer des membres... je manque de mots aujourd'hui. Bioniques, par exemple, voilà. Et c'est exactement la même idée à la base. C'est pas notre ADN qui change, mais c'est quand même notre rapport au monde qui change. Le transhumanisme, d'ailleurs, il se préoccupe de tout ça à la fois, et il part plutôt sur la piste technique, bionique, parce qu'elle est plus proche de nous d'un point de vue scientifique. Elle est déjà presque dans les laboratoires de recherche,
Puis on commence déjà à être équipé. Moi j'ai des lentilles de contact, c'est pas encore un truc hyper sophistiqué, mais on est nombreux à avoir un pacemaker, une prothèse de la hanche, je ne sais quoi d'autre. On est déjà un peu bionique, donc c'est facile d'imaginer qu'on va plus loin. Et du point de vue de l'auteur, c'est un point de départ. Imaginons qu'on puisse se transformer et s'améliorer. Ben là, une fois qu'on a ce point de départ, quelle que soit la manière, le processus par lequel on est passé pour se donner cette liberté-là, on écrit ce qu'on veut. Oui, là je prendrais un exemple facile. Hein. C'est un film qui a beaucoup été vu, auquel on peut reprocher pas mal de choses, mais qui a aussi pas mal de qualités, c'est Avatar. Pour coloniser cette planète, en fait, ce qu'on trouve comme moyen, c'est de projeter l'esprit, la conscience des individus dans un corps qui est fait pour pouvoir résister, enfin plutôt pour pouvoir correspondre à l'état de cette planète. Alors il y a deux sortes de personnages d'ailleurs dans cette histoire, parce qu'il y a donc les personnages qui sont faits à l'image des autochtones pour survivre aux conditions de la planète, et puis il y a ce militaire fou, comme il y en a beaucoup en science-fiction, qui lui utilise une machine. Donc on revient à l'hypothèse que tu formulais. Voilà, donc je pense qu'effectivement, les deux hypothèses sur lesquelles est bâtie l'histoire d'Avatar, ça correspond à ce que je pense probable, plus probable que des recherches de mutations très aléatoires et vraiment sur le long terme. Justement, on a commencé d'aborder le sujet, c'est toute cette problématique justement de l'évolution par la technologie, donc qui s'est popularisée dans les années 70-80. Est-ce que des thèmes justement comme les biotechnologies, les nanotechnologies, et donc certains mouvements comme le cyberpunk qui est né à cette époque-là, sont encore en mesure de vous faire rêver et de vous inspirer, vous, auteur, en fait? Est-ce qu'il y a des choses, des idées, Ah, moi, c'est une idée que j'adore et j'ai beaucoup joué avec, parce que justement, les nanotechnologies, c'est des potentialités pratiquement infinies. Donc, c'est l'équivalent de la magie rationalisée. On peut justifier comme ça. Moi, alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai un environnement dans lequel on peut, grâce à quelque chose qui est un peu plus intéressant qu'une vidéo, et qui permet de percevoir les sensations, plus que les souvenirs qui ont été vécus par quelqu'un, tout ce qu'il a ressenti de l'intérieur, tout ce qu'il a vécu, on peut le ressentir. Donc on vit dans sa peau en fait, mais du point de vue d'un flashback. Donc ça c'est dans Fidèle à ton pas balancé que j'avais fait ça. J'ai une nouvelle où on invente la télépathie avec des nanomachines, mais une forme de télépathie qui est perturbée par l'émotion qui est ressentie par celui dont on suit les pensées. Ça c'est dans Définissez priorité. J'avais écrit il y a longtemps une histoire mais elle est en train de se faire dépasser par la réalité scientifique, une histoire où finalement les nanomachines équipaient le nerf optique de gens qui avaient perdu la vue et permettaient de reconstruire une vision un petit peu différente de celle qu'on a avec nos sens naturels. Puis c'était juste le point de départ. Ça. Ce qui était intéressant, c'était ce qui se passait après, parce que dans la vision reconstruite et calculée, finalement, on avait une simulation, un effet pour le cerveau qui lui donnait l'impression qu'il pouvait aller toucher ce qu'il percevait visuellement avec cet environnement-là. Et dans mon histoire, je m'étais beaucoup amusée à avoir un personnage qui allait toucher dans le cerveau de la personne qui était en face de lui la représentation mentale que l'autre se faisait de lui-même. Il jouait avec, il tripotait, ça s'écroulait.
Et quand il a interrompu l'expérience, la personne qui était en face de lui ne pouvait plus le voir. Donc, jusqu'où on touche à la réalité, quand on transforme la perception qu'on en a, bon, ça c'est des idées. On peut jouer avec tout. J'ai joué aussi à fabriquer des créatures génétiquement modifiées. Hein. Mes dauphins génétiquement modifiés dans les yeux d'Elsa sont devenus des nouveaux partenaires pour l'homme, travaillent avec lui, sont des formes d'intelligence avec lesquelles on peut dialoguer, et plus si affinité. Donc, oui, c'est un point de départ génial. Oui, moi je pense aussi comme Sylvie. Alors moi j'ai beaucoup moins travaillé sur ce thème parce que j'ai pas les connaissances scientifiques qui m'ouvrent à ce genre de choses. Mais ça me paraît effectivement être un des domaines intéressants et pas dépassé du tout de la science-fiction. Alors, tu as aussi parlé du cyberpunk. Moi, je ne relie pas du tout le courant cyberpunk aux nanotechnologies. C'est autre chose. Et ce courant cyberpunk est quand même très daté. C'est-à-dire qu'il est apparu dans les années 70-80, 80 surtout, à un moment où il y avait une démocratisation de l'informatique, enfin, de tout ce qui était lié à la cybernétique. Et il y a eu une exploration par le biais de la science-fiction des domaines possibles que pouvaient ouvrir ces nouvelles techniques. 30 ans après, ben, il en reste plus grand-chose. Et effectivement, tu avais raison de te poser la question de savoir si le cyberpunk était toujours d'actualité. Je pense que non. Ça a un intérêt historique parce que les bonnes questions ont été posées par ces romans il y a 30 ans, mais maintenant, c'est les mêmes questions, on se les pose au quotidien. Ou pour les plus pointues d'entre elles, on se les pose dans des laboratoires. Mais je vois mal comment on pourrait actuellement écrire des romans qui relèveraient du cyberpunk. Ça me paraît ça dépend ce qu'on appelle le cyberpunk. Je ne suis pas sûre qu'on soit tous d'accord sur ce que ça englobe. Si c'est se projeter dans des univers virtuels, c'est un thème qui est loin d'être épuisé. Mais je ne sais pas si ça en fait partie ou pas. Non ? Je ne sais pas. Après, ce que vous relevez aussi tous les deux et qui est amusant, c'est que on arrive au même point avec ce type d'évolution-là, l'évolution de l'homme via la machine, à ce que je disais tout à l'heure par rapport à la terraformation, à savoir que c'était initialement du registre de la fiction et c'est devenu du registre scientifique. Et là, c'est un peu la même chose, parce que ce que tu disais, tout ce qui est prothèse, on peut penser à des athlètes comme Pistorius ou des gens comme ça, en fait, qui vivent en fait l'évolution technologique finalement au quotidien, quelque part. Alors que quelques années, ça aurait été uniquement du registre de l'imaginaire. Oui, mais on peut aller beaucoup plus loin. Enfin bon, il n'y a pas de limite à ce qu'on peut faire avec l'imagination. Donc, si la science progresse, si la technologie progresse, on sera un peu plus crédible si on échafaude, si on bâtit des idées délirantes, mais je ne vois pas pourquoi l'imagination aurait moins de place, parce que la réalité est plus la rattraper. L'imagination, elle n'a pas de limite. Oui, sauf, enfin, je sais pas, je me base par exemple sur certains films comme Matrix, liés à la fois au cyberpunk, et aussi quand même à toutes les idées qui avaient été lancées par Philippe Dick dans les années 70. Matrix, c'est un film qui est une série de films
qui est intéressante techniquement. Sur le thème, maintenant ça me fait beaucoup trop penser à des jeux électroniques. L'univers de Matrix, c'est un bon univers pour un jeu électronique. Voilà. Moi, je suis sans doute très, très sévère dans ce jugement, mais je pense que c'est vraiment un genre qui a vieilli. Mais dans Matrix, en fait, on pourrait même aller jusqu'à dire que la virtualisation, elle sert aussi à occulter quelque part l'état dans lequel la planète se retrouve réellement, en fait. Hein. Donc on en revient aussi à ces problématiques d'écologie et de... Oui, tout à fait. Ben, ça, là, c'est vraiment un thème très... C'est pour ça que je disais que ça se relie aussi à Philippe Dick, parce que ce thème-là de l'occultation d'une réalité par par le virtuel, c'est tout à fait Dickien. Je ne sais pas si vous avez des questions du coup pour. Alors j'avais une dernière question justement à poser à nos deux auteurs. Justement jusque-là on a beaucoup parlé de l'opposition entre la nature et l'homme, lequel devait finalement évoluer pour s'adapter à l'autre. Est-ce qu'on pourrait pas envisager l'idée que ce soit l'écosystème dans lequel on vit qui s'adapte finalement à l'homme? Donc imaginons une planète sur laquelle on pourrait aller et de base on ne serait pas en mesure de vivre, qui s'adapterait finalement à l'homme de manière à ce que lui puisse évoluer dans cette nouvelle planète. Est-ce que c'est pas une idée Donc là je dis merci à Adrien parce que c'est super sympa, parce que c'est la question qui est exactement le thème de l'opéra de Chaillane, la nouvelle qui vient de sortir. C'est sympa. Donc c'est une histoire dans laquelle effectivement il y a de rares humains qui ont la possibilité d'aller séjourner sur une planète dont a priori l'écologie, le mode de fonctionnement est discret. Et ce qu'en découvre mon héroïne, qui a la chance de faire partie de ceux qui peuvent y mettre un pied, d'abord c'est une planète qui a besoin d'avoir un certain nombre de visiteurs extraterrestres parce qu'elle a besoin pour son équilibre et pour justement la bonne santé de son propre écosystème d'avoir de l'ADN extérieur qui arrive mais de manière très contrôlée, pas trop à la fois. Et il faut qu'il y ait des changements réguliers. Donc, du point de vue de cette planète, ce qu'on découvre en arrivant, c'est que tout est concerné à tous les niveaux sur cette planète. La flore, d'abord, elle se retrouve entourée de plantes qui essaient de la frôler, de la toucher, rien que pour capter un petit peu de peau, un petit peu de salive, un petit peu de n'importe quoi où il y a un peu d'ADN, ce qui fait que petit à petit les plantes se transforment très légèrement. De son point de vue, c'est tout bénéfice parce que les plantes deviennent comestibles pour elle et assimilables. C'est-à-dire qu'en intégrant son ADN, ils deviennent compatibles du point de vue de ses acides aminés, du point de vue... alors qu'avant, ils n'étaient pas toxiques, mais ils n'étaient pas... très riche du point de vue nutritif pour elle. Et puis les animaux qui sont à son contact se transforment aussi, mais à un niveau plus élevé, c'est-à-dire qu'ils deviennent un petit peu comparables à des animaux de la Terre. Donc au début, il y a une espèce de poule dinosaure violette avec qui elle sympathise et qui commence à se transformer. Alors on ne sait pas trop si ce sera un chat ou un chien, mais un truc qui ressemble. Et puis les créatures qui sont au niveau des humains, la race dominante, se transforment à un niveau encore supérieur. Et bon, ça je peux le révéler. En fait, ils s'adaptent aux humains avec lesquels ils sont en rapport, mais cette fois-ci au niveau individuel et pas seulement. Au premier niveau, c'est la biologie, les acides animés. Au deuxième niveau, c'est morphologique, la créature elle-même se transforme. Au troisième niveau, on s'adapte à l'identité de la personne qui est en face. Et elle a fini par avoir celui qui est son compagnon que la société lui a attribué, qui
se met à lui ressembler à elle en tant que personne. Bon, je ne peux pas en dire plus sans dévoiler le fonctionnement de Chaya. Le principe est une surprise. Est-ce que ça, c'est aussi un thème qui... Non, alors là, je reviens à ta question. En fait, oui, on s'aperçoit, on a des preuves tous les jours que le milieu s'adapte je ne dirais pas à l'homme, mais aux conditions que l'homme impose à la nature. On le voit, les mutations des moustiques, c'est un fait réel. Les mutations des rats aussi. Enfin, il y a tout un système qui change au contact de l'homme, pas parce que c'est l'homme, mais parce que l'homme modifie son environnement. De base dans la nature, les poissons qui en fonction des profondeurs deviennent aveugles parce qu'ils ont plus d'utilité aussi de se lancer, ces choses-là. Oui, bah, là, oui, là on revient au darwinisme classique, quoi. Mais là, pour le coup, en ce qui concerne les poissons des profondeurs, on peut penser que ça s'est déroulé sur des milliers d'années. Pour les mutations des moustiques, ça va très vite, c'est très rapide. Les mutations des virus aussi. Oui, montrer les bien sûr, bien sûr. Oui. Est-ce que vous avez des questions à poser à nos deux auteurs sur ces thématiques de la terraformation ou de l'évolution de l'homme par rapport au système dans lequel il évolue ou par rapport à leur production en fait? Éventuellement, on parle de mutations, mais vous faites surtout référence à des mutations physiques, mais au niveau psychologique ou sociologique, comme dans les fourmis modernes, par exemple, ou Théodore Sturgeon, c'était plus qu'humain. Et plus qu'humain, Les cristal qui songe. Cristal qui songe. Vous en référez pas? Alors, je peux les mutations psychologiques, enfin disons c'est plutôt des mutations sociologiques dont on parle ici. Oui, j'avais une idée intéressante qui m'avait traversé l'esprit et qui est ressortie aussi. Non, pardon, ça n'aurait pas dû prendre la parole, j'ai perdu le fil. Il est clair, oui, qu'il y a des changements dans l'organisation de la société. Ursula Le Guin ou Sturgeon, qui ont beaucoup travaillé là-dessus, je ne suis pas sûre que ce soit de l'adaptation à un environnement physique qui fasse leur règle absolue. Alors si, il y a au moins une thématique qui a été bien traitée dans ce principe-là, c'est toutes les circonstances où tous les êtres humains masculins sont touchés alors que les femmes ne le sont pas, ou l'inverse. Il y a eu les deux qui ont été traités. Et ça conduit à des changements évidents dans l'organisation de la société qui subit ça. Si, en général d'ailleurs, si tous les hommes disparaissent, on se débrouille à peu près. Si toutes les femmes disparaissent, on n'est pas encore tout à fait prêt à faire face à la situation. Après, tu as aussi des séries, je pense que c'est des séries d'animation où justement les deux sexes se séparent finalement et vivent chacun en autonomie, chacun et de se leur côté, retrouvent en fait. quand même à certaines occasions. Dans la trame principale, Oui. Tu apprends, tu détestes cette série où les deux en fait, ont vécu pendant des siècles séparés et ils ont créé scientifiquement le processus de reproduction chacun de leur côté. Mais parler de mutation par rapport à des changements de principe d'organisation, c'est plus tout à fait de la mutation au sens classique. Vous pensiez à quoi à propos de Cristal qui songe? C'est la façon de se transformer soi-même pour pouvoir mieux s'adapter à son monde. C'est petit à petit. Ah oui, je sais, ça y est, ça me revient en vous écoutant. Je me demandais si vous aviez en tête tout ce qu'on dit actuellement sur la génération X ou la génération Y, les théories de Michel Serres, sur enfin, les digital natives, les enfants qui seraient nés avec des claviers entre les mains et qui du coup, moi je mets ça avec beaucoup de guillemets autour, du coup n'auraient pas du tout le même rapport à la technologie que nous et dont le cerveau serait, à partir du moment où il naîtrait, en gros serait câblé différemment
parce qu'ils n'auraient pas le même rapport à la technologie que nous qui sommes nés dans un vieux monde où il n'y avait pas des tablettes, des téléphones portables et des ordinateurs partout. D'abord, on n'a aucune confirmation du fait que les changements, il est clair que qu'on a les jeunes ont le pouce plus agile que moi, par exemple, pour se servir d'un téléphone portable. Moi, je fais ça avec l'index, c'est la vieille génération. Les nouveaux, ils font des trucs avec les pouces qui me fascinent complètement. Mais ils le font tous. Donc, c'est vrai qu'ils n'ont pas développé la même dextérité et le même rapport à la technologie. Maintenant, ça ne veut pas dire que leurs enfants auront des pouces plus longs et plus souples que nous n'en avons eu, nous. Donc, c'est pas forcément transmissible. Et est-ce que c'est des mutations? On est quand même peut-être plus dans de l'acquis que dans de l'inné, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément dans du biologique quand on parle de ce genre de choses. Donc, au-delà, je ne sais pas. Mais génération X, génération Y, avec tout le vocabulaire, justement, qu'on y met pour y mettre quelque chose qui évoque l'ADN et les chromosomes, moi, personnellement, je suis très, très sceptique. Que ce soit de cette nature-là. Je sais pas, enfin, je pense que ce sont ce qui concerne les pouces, on n'a pas assez de distance par rapport au phénomène pour en juger. Non, la seule chose que je vois dans les transformations récentes, c'est l'augmentation de taille des individus, par exemple. Ça, c'est vrai. Mais est-ce que c'est une les bonnes mutation? conditions de vie. Voilà, c'est ça. Meilleure hygiène, ça, meilleure nourriture. Plutôt qu'une mutation. Il semblerait, enfin, les scientifiques ne sont pas absolument tous d'accord là-dessus, mais je crois que la théorie dominante, c'est l'hygiène de vie. Même l'apparition de nouvelles pathologies dues au fait que l'espérance de vie s'allonge, qu'on a des problématiques de dégénérescence, des choses comme ça, en fait, qui n'étaient pas forcément une époque, parce qu'on ne pas assez longtemps. Ou qui n'étaient pas identifiés. Nous avons une créature particulièrement évoluée. Particulièrement hygiénisée. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ouais, moi j'en... Oui, vous me posez la question, avant de terraformer des exoplanètes, ne pourrait-on pas penser d'un point de vue écologique à terraformer la Terre? C'est-à-dire rendre des sols impropres à la culture, enfin, qui sont au départ impropres à la culture, les rendre à la culture. Donc, vous avez évoqué les micro-organismes, bon, sans parler, il y a aussi les champignons, les choses comme ça. Est-ce qu'on ne peut pas envisager quelque chose qui soit à la limite de la science-fiction, du terre-à-terre, de l'écologie dans ce domaine? Autre que les micro-organismes. Non, je parle de faire une fiction là-dessus. Est-ce que le premier enjeu de l'humanité, c'est pas plutôt que de terraformer des exoplanètes, de faire en sorte que la Terre elle-même soit plus adaptée au monde? Oui, voilà, là je regrette qu'Andrevon ne soit pas resté là parmi nous aujourd'hui, parce que c'est lui qui a la bonne réponse à cette question. Et sa réponse, Jean-Pierre, ce serait faisons disparaître voilà, l'humanité le plus rapidement possible. C'est la seule possible. raison. Et la Terre guérira assez rapidement. Exactement. Si nous ne sommes plus là. Mais sinon, bon, je pense qu'il y a plein de bonnes volontés qui s'expriment en dehors de la littérature, sur le terrain, pour essayer de répondre à cette question. Alors là, je suis complètement un foutu de vous dire où en sont les expérimentations dans ce domaine. Je me demande s'il n'y a pas une réponse qui est carrément à la question, dans le monde de la table ronde, terraformer la planète ou rebioformer l'humain, s'il y avait que deux options possibles. Toutes les deux sont anthropocentrées. Terraformer la planète, c'est l'homme qui agit, et rebioformer l'humain, c'est l'homme qui agit. La planète dit rien, elle. Il y a des solutions, hein. Asimov, dans les suites de fondation, Gaïa, c'est une solution possible. Où ce n'est pas anthropocentré comme réponse, c'est-à-dire qu'on a autre chose qu'un ou qui semblerait n'être que... Il n'y a que l'homme qui peut agir. On peut imaginer aussi, effectivement, pourquoi pas, que la planète elle-même agisse, elle agit. Elle pourra agir sous la forme Gaïa, réponse d'Asimov. D'autres personnes ont des questions, des interrogations?
là donc pour ces problématiques de terraformation, de rebioformage, on va ainsi dire. Fromage. Donc merci à vous d'avoir assisté aussi nombreux à cette table ronde et